C'est drôle ou pas, mais riez les invités, riez. Thomas Joubert, pour le grand direct des médias. Emmanuel Macron est donc notre nouveau président de la République. Après une campagne totalement hors norme, les chaînes de télé sont très nombreuses à bousculer leur programme cette semaine. C'est le cas de France 5 ce soir qui propose un numéro exceptionnel de C'est politique en prime time à 20h50. Il y aura un documentaire co-réalisé par Karim Rissouli, suivi d'un débat présenté par Bruce Toussaint. Ils sont tous les deux réunis ce matin dans le studio d'Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, j'aimerais bien qu'on commence avec un petit mot sur le documentaire de TF1 consacré hier à Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Ce que vous proposez ce soir, ce sera très différent puisque vous avez suivi toute la campagne. Ce sera très complémentaire. Est-ce que vous l'avez regardé ce documentaire et comment vous l'avez trouvé, Karim Rissouli? Alors moi j'étais en montage donc je l'ai regardé d'un œil, mais la vérité c'est qu'on aurait tous rêvé de le faire, ce documentaire. Ça c'est très honnête. Non mais c'est un document exceptionnel, j'aurais adoré être dans les coulisses de la campagne de Macron pendant 6 mois. Donc non, c'est formidable et ce qu'on fera ce soir n'a rien à voir, mais très complémentaire. Et l'aspect publi-reportage que certains reprochent, Bruce Toussaint? C'est pour toi, Bruce. Moi, j'étais scotché, quoi, parce que j'ai vu, j'avais jamais vu un truc pareil. Non, j'ai pas ressenti ça parce que ce sont les coulisses. Donc, c'est pas un documentaire pour ou contre Macron. Moi, je l'ai pris pour ce que c'était, c'est-à-dire vraiment les coulisses d'une campagne, au cœur vraiment d'une campagne présidentielle. C'était absolument fascinant. Ouais, et sans parti pris, c'est au téléspectateur de se faire son opinion. Il y a forcément toujours un parti pris. Quand on fait un montage de documentaire, on prend tel plan plutôt qu'un autre, telle situation plutôt qu'une autre. Il y a 99% des rushs qui n'ont pas été utilisés. Donc forcément, il y a un parti pris, mais honnêtement, c'est un très très beau film. J'ai vu des séquences hallucinantes dans ce documentaire où l'équipe de presse d'Emmanuel Macron appelle directement les journalistes après un mauvais papier pour les engueuler. On le voit aussi dicter une déclaration à l'AFP. Est-ce qu'il n'y a que lui qui fonctionne comme ça ou c'est pareil dans tous les camps, Bruce? Ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moments où les journalistes appellent les services de com des candidats pour les engueuler. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne montre pas parce que, bah oui, ça arrive, parce qu'un invité nous plante, un invité se décommande à la dernière seconde, etc. Donc ce sont des rapports qui sont souvent un peu vifs, mais qu'on n'a pas l'habitude de montrer à l'image. Mais c'est pas le seul à fonctionner comme ça. La quasi-totalité des staffs de campagne fonctionnent de cette manière-là et mettent la pression. C'est vrai que le staff de Macron n'a pas échappé à la règle. Là, ça peut être surprenant pour les téléspectateurs qui découvrent ces relations entre politique et médias. On a d'ailleurs beaucoup dit qu'Emmanuel Macron avait été le candidat des médias. C'est à toi, Karim, ou c'est à moi? C'est à toi. Oui, ben c'est une accusation qui est venue de plusieurs choses. D'abord, le fait parce qu'il ne fasse pas siffler les journalistes dans ses meetings, contrairement à quasiment tous les autres. Bon, et puis en fait, il y a eu c'était un tel phénomène, Emmanuel Macron, qu'évidemment la presse s'y est intéressée, les médias s'y sont intéressés, donc voilà, ça a été un argument repris. Moi, je suis contre cette idée de candidat des médias. Les médias font leur boulot et non pas de candidats. Karim Rissouli. Non, c'est vrai, pour avoir fait l'émission politique sur France 2 cette année, Macron arrivait en plateau et ne mettait pas de tension. Donc il venait pas faire un match de boxe contre les journalistes. Et du coup, ça a créé des moments où, oui, effectivement, il y avait moins de tension avec Macron qu'avec François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Mais ça vient aussi de l'attitude d'Emmanuel Macron, qui ne venait pas pour nous boxer, mais pour faire une émission assez courtoise. Donc forcément, le sentiment que ça a donné, c'est que peut-être il y avait plus de proximité, mais c'était pas vrai. Ça veut dire qu'il a tout compris aux médias et que c'est le roi de la communication. Oui, mais ça, bon, il y a beaucoup de candidats qui avaient tout compris aux médias depuis longtemps. Enfin, je veux dire, Giscard, à l'époque, on disait qu'il avait tout compris aux médias, à la télé. Le général de Gaulle avait compris, un peu tardivement, mais il avait compris que la télévision était très importante. Donc oui, après lui, il a 39 ans, donc il est plus familiarisé à certains outils. Mais je pense que dans les autres staffs, il y avait aussi des cellules médias et communication très importantes. Enfin, je sais pas. Non, ce qui est impressionnant, c'est qu'il ait accepté d'avoir un micro-HF sur lui pendant 6 mois. C'est quasiment irresponsable quand on y pense. Mais il l'a jamais coupé, il avait la possibilité de le faire. C'est ça qui est dingue. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il l'a jamais coupé? Ça, j'en sais rien. Moi, c'est ce que dit la société de production. Ouais. Non, mais c'est peut-être ce que dit Macron. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas le moindre dérapage en 6 mois de campagne. Ça n'est pas possible. On ne peut pas se contrôler comme ça. Ou alors, c'est une machine extrêmement froide, qui garde la tête froide en permanence, ce qui est un peu vrai quand on connaît un peu le personnage. C'est vrai qu'il dérape très rarement, Emmanuel Macron. Donc, bon, juste pour revenir sur ce documentaire, c'est dingue qu'il ait accepté ça. C'est dingue que Brigitte Macron ait accepté aussi. Donc, on est dans leur intimité. Non, mais il a tout compris aux médias. Je trouve ça un petit peu fou
le lendemain d'une élection, de se mettre en danger de cette manière-là. Incroyable. C'est ça en fait, parce que nous on regarde ça du point de vue, et on est ici dans une émission média, c'est normal, mais d'un point de vue politique, c'est fou. Il y a un nombre d'informations politiques dans ce doc qui est considérable. On a beaucoup reproché à François Hollande d'avoir trop parlé aux journalistes pendant son mandat. Bon, alors là, il le fait en campagne, Emmanuel Macron. On verra s'il le fait pendant son mandat. Qu'est-ce que ça augure justement pour son mandat? C'est une des questions que vous avez posées dans le débat de ce soir sur France 5, Bruce. Quel quinquennat va-t-il faire? Oui, bien sûr. On se demande évidemment s'il va être sur ce rythme-là. Ça m'étonnerait. À mon avis, il va ralentir. Et son rapport à l'image, son rapport... Enfin, le problème de Macron, c'est que c'est évidemment une personnalité politique et maintenant le président de la République, mais il est aussi quelqu'un qui fascine, qui intrigue, tout. Enfin, il y a un storytelling énorme autour de lui qui a été encore plus renforcé par cette... Oui, alors bon, son histoire avec sa femme, c'est pas fabriqué, ça existe. Son histoire, enfin le fait qu'il ait 39 ans, c'est pas fabriqué, ça existe. Le fait qu'il ait construit un parti tout seul, c'est pas fabriqué, ça existe. Donc il y a beaucoup de choses autour de ce personnage qui casse tellement les codes que oui, il nous intrigue. Alors une des séquences fortes de votre documentaire, c'est bien sûr la visite des deux candidats sur le site de Whirlpool entre les deux tours. C'est vrai qu'on avait vécu ce jour-là une journée complètement folle, pour le coup un petit peu guidée par les médias, par les chaînes d'infos en continu notamment. C'était un peu la guerre des images ce jour-là. C'était la guerre des images. Ce qui est intéressant dans ce documentaire que vous verrez ce soir sur France 5, c'est que Whirlpool, nous on a commencé à les suivre au mois de janvier. Et quand on a commencé à aller à Amiens et à suivre ce qui se passait là-bas devant l'usine, on ne savait pas que l'entre-deux tours se jouerait sur le parking de l'usine Whirlpool. Amiens, c'est une sorte de métaphore de la France. On voyait les partisans d'Emmanuel Macron qui restaient dans le centre-ville pour aller séduire les gens, l'électorat qui vote Macron. Et devant l'usine, il y avait les militants du Front National depuis des mois et les militants de la France Insoumise de Mélenchon. Donc on raconte cette histoire de Whirlpool qui s'est soldée par ce combat médiatique dans l'entre-deux tours. Effectivement, on a rarement vu ça. Une scène comme celle-ci dans un entre-deux tours, sur le parking, des ouvriers quasi pris en otage par deux candidats, c'était assez dingue. Avec un nombre de caméras hallucinant. Oui, c'est vraiment moi je pense que c'est le tournant de l'entre-deux tours. Souvenez-vous, juste avant, on se demandait effectivement si Marine Le Pen n'était pas en train de faire une remontée spectaculaire et inquiétante. Et voilà, et ça a failli basculer ce jour-là dans le mauvais sens, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est là que tout s'est cristallisé, je pense. Après, il y a eu le débat, bien sûr. Vous parlez de Marine Le Pen, elle a été bien traitée dans les médias pendant cette campagne ? Écoutez, elle a eu un temps d'antenne égal à celui des autres candidats. Mais c'est son questionnement, vous vous posez la question, le questionnement du Front National de Marine Le Pen, il est le même que pour les autres candidats ? Il y a eu une révolution dans cette campagne, c'est qu'elle a été invitée à la même table que les autres candidats pour débattre avant le premier tour. On a assisté pendant cette campagne à l'achèvement de la normalisation du Front National. Être en prime time sur TF1 avec les 4 autres principaux candidats, là où quand Jean-Marie Le Pen arrivait sur un plateau, les socialistes quittaient la salle à l'époque. Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Donc oui, elle peut pas dire qu'elle a été maltraitée, Marine Le Pen, puisqu'elle a été traitée exactement comme les autres. La normalisation, c'est vrai que ça a changé par rapport à l'époque de Jean-Marie Le Pen, où on se souvient qu'Anne Sinclair, par exemple, d'autres journalistes refusaient de recevoir le patron du Front National sur leur plateau, alors qu'aujourd'hui, quand une journaliste comme Audrey Pulvar s'engage contre le Front National, elle est retirée de l'antenne. On a changé d'époque, Bruce Toussaint. C'est-à-dire que le débat sur, la question de est-ce qu'on peut débattre avec le Front National, la question elle se pose toujours. On l'a vu dans le débat de l'entre-deux tours. Il y avait une impossibilité finalement pour Emmanuel Macron et pour les deux journalistes de faire un débat entre guillemets normal. Moi j'avais vécu le dimanche précédent dans ces polémiques sur France 5 un débat avec Florian Philippot et Christophe Castaner qui avait été absolument impossible aussi. Du même niveau, ouais. Bon, donc moi je pense que la question elle vaut toujours le coup d'être posée. Juste un mot sur cette campagne, parce que tout va très très vite. On a oublié qu'en 8 mois, on avait vécu une énorme révolution. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Manuel Valls. On pourrait ajouter François Bayrou qui n'a pas pu se présenter parce que Macron était là. Tous nos codes, tous nos repères ont été bousculés. Renouvellement, et c'est ce qu'on va vous raconter ce soir dans ces politiques. Dans un doc qui sera très complémentaire de ce que vous avez vu hier soir. A tout de suite sur Europe.